Hello à tous et bienvenue sur ce guide complet sur Screaming Frog SEO Spider. Je dirais que c'est l'outil référence dans le SEO technique. C'est un outil qui vraiment va nous permettre de visiter rapidement, entre guillemets, un site, donc de le crawler et d'identifier en masse les problèmes techniques qui sont liés au site et à ses URL d'un point de vue SEO. Pour simple rappel, en fait, on dit souvent qu'on utilise Screaming Frog pour la tech, l'aspect tech du SEO, mais il y a deux outils sous-jacents. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le SEO Spider, donc en gros l'outil qui va crawler, etc. le site, mais on a aussi le Log File Analyzer, où là, on va plus chercher à avoir de la data sur quelle page concrètement Google visite avec les datas des logs donc qu'on extrait globalement de la partie plutôt back-end serveur. Voilà pour ça. Donc le SEO Spider, on l'a sous cette forme-là. Quand on ouvre l'outil, c'est ce qu'on obtient. D'ailleurs, petite précision, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Sinon, il me semble que c'est un peu plus de 200 € par an. Donc c'est vraiment pas très cher. C'est vraiment le crawler le plus abordable et le plus efficace qui est même utilisé par les plus grandes boîtes dans le SEO. Donc voilà pour ça. Avec la version gratuite, en fait, vous serez limité à 500 URL et vous n'aurez pas accès à toutes les interprétations que Screaming Frog SEO Spider nous fournit dans la version payante. Mais ça peut être suffisant si par exemple vous faites des pré-audits pour des petits sites internet, ça peut suffire. Là, du coup, je l'ai en version sous licence, donc j'ai l'abonnement comme c'est écrit ici et je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un grand aspect configuration en fait de l'outil et en fonction de ce que vous allez cocher, vous allez obtenir plus ou moins de data. C'est très vaste, c'est un outil où on peut rapidement se perdre. Alors moi, je vais vous montrer ce que je juge vraiment le plus utile. Donc en fait, dans configuration, vous pouvez aller directement dans configuration du crawl et ici, vous allez avoir toutes les options. Donc ici, dans configuration du crawl, vous déterminez ce que l'outil va crawler et va stocker. Par exemple, on pourrait trouver utile de crawler les images, mais de se dire que ok, on n'a pas forcément envie de stocker toutes les images dans le crawl, on n'a pas envie d'avoir les adresses de toutes les images, leur poids, etc., leur texte alt, etc. Dans ce cas-là, vous pouvez décocher ça. Moi, je vous conseille quand même de le stocker, puisque du coup, on peut avoir des recommandations SEO qui sont liées aux images, donc notamment tout ce qui est attribut alt. Voilà pour ça. CSS, JavaScript, etc. Vous n'êtes pas forcément obligé de le stocker. Ça peut être utile à crawler, notamment si vous avez un site du coup avec beaucoup de JavaScript. On a ensuite les liens hypertexte internes, donc ça hyper important de le crawler et de le stocker. Les liens externes, je vous conseille de ne pas les crawler ni les stocker parce que sinon, en fait, dans tous les liens, il va y avoir plein de liens vers Facebook, vers les réseaux sociaux, vers les autres sites, etc. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. On veut plutôt voir toutes les pages du site d'un point de vue interne. Donc les versions canoniques, super intéressant, les canonical, la pagination. En réalité, c'est plus trop pris en compte par Google. On pourrait décocher les deux. Hreflang, super intéressant, vraiment fondamental si vous avez un site international. AMP, c'est pareil, c'est les versions donc, faites pour le mobile a priori, mais peu de sites les utilisent et même les sites qui les utilisent a priori, il n'y a pas énormément de différence. MetaRefresh et iframe, vous êtes pareil, pas non plus obligé de les crawler ni de les stocker. Voilà pour ça. Ce qui est super important de cocher, c'est vérifier les liens en dehors du dossier de démarrage. Ça va permettre de vraiment découvrir toutes les URL. Pareil, ça aussi. Et crawl de tous les sous-domaines, c'est pareil, c'est super intéressant si jamais vous avez un site qui a tout simplement des sous-domaines pour que vous puissiez avoir vraiment toutes les URL du site, notamment, je ne sais pas, le sous-domaine blog par exemple, s'il y en a un. Voilà, donc sitemap XML. Évidemment, toujours cocher ça et aussi découverte automatique des sitemaps XML via le robot.txt. Si jamais il n'est pas maillé, en fait, ça permet de le retrouver. Voilà pour ça. Après, je ne vais pas passer sur toutes les extractions, mais en gros, c'est toutes les datas que vous allez obtenir. En fait, il faut savoir que, limite, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez tout crawler et tout stocker, tout extraire. C'est juste que plus vous avez de data à extraire, plus ça va être long et plus le crawl va prendre du temps. Voilà pour ça. Donc je vous conseille de vraiment aller dans les paramètres, voir ce dont vous avez besoin. Pareil, le rendu, moi je le mets en texte seulement, donc du rendu plutôt HTML. Mais si vous avez un site qui fonctionne sous JavaScript, je vous recommande de cocher du coup JavaScript. Et si dans le doute, vous pouvez même toujours cocher JavaScript. C'est juste que vraiment ça va prendre plus de temps. Mais parfois, du coup, on a des sites qui, si vous faites texte seulement, vont pas être du tout crawlables, puisqu'en fait, les liens sont générés en JavaScript, etc.
Bref, qu'est-ce qu'on a d'intéressant d'autre? CDN, réécriture URL, etc., inclure, exclure. User Agent, ça c'est pareil, c'est vraiment fondamental. En fait, ça détermine si vous voulez avoir la vision de Google ou autre chose. Donc typiquement, en fait, vous avez le User Agent de Screaming Frog. Donc ça, par défaut, normalement, vous avez ça. Moi, j'aime bien mettre le User Agent Googlebot, c'est-à-dire qu'en fait, le site va renvoyer ce qu'il doit renvoyer à Google. Donc vous voyez ce que voit Google, alors que si vous mettez par exemple Screaming Frog, bah, peut-être qu'en fait, il y a certains chemins qui vont être interdits dans le robot.txt à Google, et vous allez quand même le découvrir, parce qu'en fait, vous avez donc l'User Agent Screaming Frog. Bon, c'est un peu technique, mais pareil, c'est quelque chose qui est fondamental. Ensuite, on a les accès, ça c'est un peu la partie bonus aux API, je pense que j'en parlerai à la fin, mais vous pouvez tout à fait croiser votre crawl avec l'API PageSpeed Insight si vous voulez avoir des recommandations plutôt web performance liées au crawl. Pareil, Majestic, Href, Moz, Google Search Console et GA4 aussi, donc c'est des choses qui sont toujours intéressantes. Donc voilà un peu pour l'aspect configuration, je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas une configuration qui est la meilleure, ça dépend du site que vous analysez. Dans le doute, cochez tout, entre guillemets, si vous ne savez pas trop, au moins vous allez tout extraire, tout crawler, etc., tout stocker, donc vous raterez rien. Mais je vous conseille vraiment, vraiment de vous attarder sur cette partie-là avant même de lancer un crawl. Bon, une fois qu'on a la configuration qu'il faut, en fait, globalement, l'outil est intéressant à utiliser dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous avez la vue d'ensemble. Et ici, vous avez toutes les URL de votre crawl qui vont être classées selon des problèmes, des recommandations, des classifications spécifiques. Je vais vous montrer tout ça après en fait avec l'exemple de mon site paulvengeon.fr pour que vous puissiez voir ça. Mais donc globalement, vous avez la partie vue d'ensemble avec, bah voilà, par exemple ici, il va nous lister toutes les URL qui ne sont pas en HTTPS, etc. Toutes les URL qui vont avoir qui ne vont pas avoir de title, un title manquant, etc. Donc ça, c'est vraiment du listing de la catégorisation d'URL en fonction des problèmes relevés. Ici, dans structure du site, c'est aussi intéressant, je trouve, puisqu'en fait, vous pouvez voir la profondeur globale du site, on le verra tout à l'heure. Et puis après, c'est d'autres parties qui sont un peu moins intéressantes à mon sens. En tout cas, dans les audits que je fais, c'est souvent plutôt sur la partie vue d'ensemble que je passe 90% de mon temps de l'analyse de crawl et structure du site pour voir un peu la profondeur. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer un site. Donc par exemple là, on va faire paulvengeon.fr et on va lancer le crawl. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe et puis je ferai une pause dans la vidéo pour vous montrer quand vraiment le crawl est terminé. Donc ici, on appuie sur commencer. Donc on a bien ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais le filtre tous les sous-domaines qui est coché pour être sûr que si jamais j'avais voilà, un sous-domaine blog.paulvengeon.fr, et bah que tout soit crawlé. Donc là on voit en fait au fur et à mesure que Screaming Frog fait effet, on voit que en gros les catégories d'URL, si on peut appeler ça comme ça, les catégories de ressources se remplissent. Ici on voit le rythme de crawl, donc actuellement il crawl, bon là 0 URL, je pense que ma connexion a un peu du mal, mais sinon en général si vous êtes en rendu texte, il va crawler dans les 8-10 URL par seconde. Donc voilà pour ça. Ici, on voit le global. Donc en fait, là, pour le moment, il a identifié 700 URL à crawler et il en a crawlé donc dans les 130. Et donc, on a aussi un pourcentage. Sachant que du coup, au fil du crawl, l'outil découvre toujours plus de liens internes et donc toujours plus de nouvelles pages à crawler. C'est pour ça qu'ici, le total augmente toujours. On était à 700, là, on est à 704. Voilà pour ça. Donc, il nous met aussi les restants. Ici, donc, comme je l'ai dit, on a le rythme. Et globalement, c'est tout. Après, là, on n'a plus qu'à attendre en fait que le crawl se termine et donc qu'après, il puisse lancer l'analyse. Puisque là, du coup, il crawl tout et après, il nous fera plutôt des recommandations et il va encore mieux classifier les URL. Ok, du coup, le crawl est terminé. Donc, on voit bien ici, crawl 100%, analyse 100%. Il faut savoir que quand votre crawl se termine, l'analyse prend vraiment 3 secondes. Et on voit bien du coup en tout qu'il a repéré donc 715 URL. Donc attention, il n'y a pas que des pages, hein, il y a aussi les URL, par exemple images. Et donc on est à 100%, etc. Bref, que c'est terminé. Ce qu'on peut voir en fait, c'est déjà ici dans le résumé, vous n'avez pas la liste des URL concernées, mais vous pouvez rapidement voir la part d'URL indexables et non indexables. Donc typiquement, moi sur les 715 URL crawlées, il y en a a priori 690 qui sont indexables.
et 25 qui ne sont pas indexables. Donc après, si par exemple vous crawlez un site et que vous voyez qu'il y a une majorité d'URL non indexables, ça peut être déjà une piste d'un problème. Donc les URL non indexables, selon Screaming Frog, c'est les URL qui vont être par exemple en noindex, en 404, en 301, qui n'ont pas un code 200, qui sont en noindex ou qui sont canonisés vers d'autres URL. Bref. Du coup, ici, on a les données de crawl, vraiment les données internes. Donc là, vous pouvez accéder tout simplement en cliquant ici à la liste de toutes les URL internes qui ont été trouvées, donc les 715 en question. Et donc vous voyez ici, vous avez les URL avec plein de colonnes, donc le type de contenu. Par exemple, ici, on voit que c'est des images, donc WP Content, il nous met bien images, etc. Il nous donne le code HTTP, le statut, donc par exemple 301, bah, c'est tout simplement que la page a été redirigée de manière permanente. L'indexabilité, donc là par exemple, il nous met que bah, cette page est non indexable puisqu'elle est en 301. Ici, c'est une code 200, mais elle est non indexable parce que juste ici, on voit qu'elle est en noindex. Bref, du coup, on a vraiment une vue d'ensemble sur tout ça. Ça ne nous permet pas forcément de trouver de trouver des recommandations techniques à faire, mais ça nous donne une vue d'ensemble. Ici, on a la part des URL qui sont donc en HTML. Donc normalement, on va retrouver bah, toutes les pages du site en fait, tout simplement. Vous voyez, il y a vraiment que les pages, on n'a plus les images. Ici, on a les ressources JavaScript qui ont été trouvées, les CSS, les images, puisque du coup, on a décidé de crawler, de stocker toutes les images. Bah là, on a vraiment toutes les images du site. Donc c'est pareil, ça peut être super intéressant. Si jamais, je sais pas, un développeur vous demande bah, d'avoir une liste de toutes les images d'un site, Screaming Frog peut être super intéressant. Ensuite, on a les liens externes, donc on a décidé de ne pas les crawler, mais sinon vous retrouverez, enfin, on retrouverait ici dans le HTML par exemple, je ne sais pas, un lien vers mon profil LinkedIn, etc. Ici, c'est là où on va commencer à pouvoir faire des recommandations. On voit que, eh ben, il y a une URL qui est maillée au sein du site et qui en fait n'est pas en HTTPS, qui est donc en HTTP. Donc par exemple, rapidement, je vais vous montrer un petit peu, mais quand vous cliquez sur une URL dans une catégorie spécifique comme ça, donc là en l'occurrence sécurité et URL HTTP, vous pouvez voir d'où elle est maillée, puisqu'en fait là en cliquant on débloque un sous-menu un petit peu avec le détail de l'URL, donc est-ce qu'elle est indexable, etc. Un peu toutes ces caractéristiques, et vous pouvez aussi voir directement ces liens entrants. Et donc là on voit que c'est mes mentions légales qui font un lien vers une version HTTP de mon site, donc du coup ça fait une redirection un peu inutile. Si j'étais perfectionniste, j'irais dans mes mentions légales et je modifierais ça pour que ça fasse un lien vers la version HTTPS. Du coup, ça fait vraiment une redirection, c'est un peu inutile. Bref, ça c'est l'aspect sécurité. Globalement, hein, ce qu'il faut regarder, c'est ça, c'est URL HTTP et URL HTTPS. D'ailleurs, si à un moment vous êtes un peu perdu, sachez que Screaming Frog, SEO Spider, donne tout un guide qui est super intéressant. Je vais essayer de vous le retrouver. Alors je sais plus, je crois que c'est dans User Guide, où en fait il donne toutes les définitions de ces différentes catégories en fait. Alors par contre je sais plus vraiment où c'est. Je vais essayer de regarder ça, il me semble que je l'ai. Tac, tac, tac. Non, je sais plus où il est. Je mettrai le lien en description de la vidéo, je vais le retrouver, mais en gros, vous avez toutes les définitions. Donc moi-même, des fois, je sais pas, je peux être perdu et pas comprendre, par exemple, qu'est-ce que c'est que contenu mix exactement. Il y a des fois, c'est pas très parlant. Donc n'hésitez pas à consulter, je vous mets ça en premier lien de description. Ensuite, donc, on a les codes de réponse, super intéressants. On voit que j'ai 200 URL maillés en code 200, mais on voit que j'ai aussi des redirections. Donc, bah, on retrouve notre homepage HTTP et d'autres URL. Alors là, ce qui peut être super intéressant de faire, c'est si jamais vous voulez d'un coup exporter tous les liens qui pointent vers ces redirections, vous avez en fait ici des menus. Donc, par exemple, vous avez le menu exportation en bloc. A priori, ça se rapproche de ce qu'on voudrait faire. On clique là. Et donc, on veut exporter en fonction du code de réponse. On va dans interne. Et donc là, on peut rapidement sélectionner lien entrant interne qui pointe vers des redirections 301. Et donc, si vous faites ça, vous allez avoir une annexe en Excel ou Google Sheet avec la liste de toutes les URL qui font un lien vers au moins une page en fait qui est en code 301, pardon, donc en redirection. Et donc ça, c'est typiquement le genre d'export qui nous sauve la vie. Quand on fait un audit technique, on peut envoyer ça au développeur et lui dire, bah, écoute, voilà, il y a des pages en 301 qui sont maillées au sein du site, ça fait perdre du temps à Google. Voici toutes les URL qui font un lien vers les pages 301 et voici les pages 301 en question. Et donc après, bah,
là, par exemple, la reco, c'est vraiment de se dire, on supprime tous les liens internes qui pointent vers ces URL 301 pour plus qu'elles soient maillées et on les remplace plutôt par les versions finales, donc les versions des URL, des ressources en code 200. Bref, je ne vais pas faire toutes les recos une par une, je ne pourrai jamais en finir, mais voilà, on peut voir aussi les URL qui sont en 404, donc pareil, on peut supprimer leur lien interne, peut-être passer la page en 410, si elle est encore indexée typiquement. Voilà pour ça. Après, en fait, on a pareil, parce que là, on avait interne et externe. Là, on a la segmentation URL interne et après URL externe avec les mêmes recos. Mais je veux dire, dans tous les cas, nous, on n'a pas crawlé les externes, donc ça sert à pas grand-chose. Ensuite, on a un peu des choses sur les URL. Bon, ça, en général, c'est pas les top recos. Je veux dire, on s'en fiche un peu que l'URL fasse plus de X caractères. C'est pas non plus des top recos SEO. Title des pages, super intéressant. Vous pouvez d'un coup identifier sur un site combien de pages n'ont pas de title, par exemple. Ou combien de pages ont un title qui fait plus de X pixels. Donc après, c'est à vous d'identifier le nombre de pixels. Mais du coup, on sait que dans le SEO, un title trop long, ça va être reformulé par Google et on veut pas ça. Enfin, il y a beaucoup de chances que ça se fasse reformuler. Pareil, si jamais vous avez, bon, ça arrive jamais, mais des pages qui ont plusieurs titles, bon, ça arrive quasiment jamais. Ensuite, on a globalement la même section pour les métadescriptions. Métadescription manquante, métadescription en doublon, métadescription trop longue, donc qui font plus de X pixels, qui peuvent être reformulées aussi, etc. Ensuite, on a les méta-keywords. Bon, ça, si vous identifiez un site avec des méta-keywords, vous pouvez faire la reco de les supprimer, parce qu'a priori, ça sert plus trop à grand-chose, c'est plus trop pris en compte par Google. Ensuite, pareil pour les H1, on retrouve la même logique, on a les H1 manquants, donc les pages qui n'ont pas de H1, les H1 doublons, donc est-ce que entre deux pages on a le même H1, les H1 multiples, ça c'est un truc que je vois très souvent dans les audits que je fais, c'est des sites qui ont par page plusieurs H1, donc en gros des sites qui n'ont pas beaucoup de notions de SEO et qui mettent des paragraphes, des phrases en H1 pour que ça fasse grand et joli, on retrouve souvent ça. H2, manquant, etc. Bon, je ne vais pas vous faire la même rengaine parce que c'est vraiment la même chose. Mais pour les H2, ici c'est pas mal pour identifier les doublons en fait. Les pages qui sont en double, donc les pages qui ont des textes un peu similaires. Moi on voit que j'en ai pas mal par exemple. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, mais ça a le mérite de creuser quand vous voyez beaucoup de pages qui sont ici en taux de correspondance 100% ou plus. Ça peut être le signe que et ça manque peut-être de contenu unique sur certaines pages. Enfin, après, c'est à vous d'identifier ça. Les pages, pareil, à faible contenu, moi, j'en ai pas du tout sur mon site parce que j'ai que des pages avec du texte optimisé, donc voilà. Mais sur certains sites, ça peut être sympa de vérifier ça. Ensuite, rapidement, tout ce qui est texte alt, attribut alt, super intéressant. On voit d'ailleurs que j'ai quelques images, moi, qui n'ont pas d'attribut alt. Bon, c'est 6% des images totales, c'est pas non plus énorme. Enfin, de texte alt, pardon. 6% des images, c'est pas énorme, mais parfois, il y a des sites où vraiment c'est 100% ou la majorité. Donc là, vous pouvez faire une recommandation générale aux développeurs. Ou changer ça par vous-même si vous n'êtes pas prestataire. Les versions canoniques, ça c'est pareil, c'est vraiment quelque chose à regarder au cas par cas, mais vous voyez du coup les pages qui ont une version canonique, et dans celle-ci, lesquelles ont de l'auto-référencement, ça veut dire que c'est des pages qui sont canonisées sur elles-mêmes, donc c'est globalement une bonne pratique en SEO, et les pages qui sont plutôt canonisées sur d'autres pages. Pour rappel, parce que c'est un peu un point compliqué au début, tout ce qui est canonique, en fait, si une page A est canonisée sur une page B, en gros, on dit à Google que ce sont les mêmes pages et que la page A n'est qu'une autre version de la page B et que la vraie page, en gros, à indexer, à considérer, c'est la page B. Quand les pages sont canonisées sur elles-mêmes, globalement, on dit que la page est bien unique, etc. Bref, c'est un point qui est intéressant à regarder. Je vous invite à consulter la documentation officielle de Google si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Donc, c'est le site developers.google.com. Voilà pour ça. La pagination, ça peut être aussi intéressant de regarder en fait quelles pages sont paginées, etc. Bon, c'est plutôt en général quand vous auditez des e-commerce qu'il faut regarder ce point-là. Les directives, en fait, on retrouve toutes les pages qui sont en index et toutes les pages qui sont en no-index. C'est pareil, c'est très utile de voir quelles pages sont en no-index. Moi, par exemple, on voit que globalement, j'ai ma page newsletter qui est en no-index parce que j'ai pas forcément envie que ce soit indexé. Le sitemap, etc. Tout ce qui est plutôt les pages un peu légales, etc. Bref, que des pages qui ne sont pas utiles au SEO. Mais si jamais vous voyez des pages utiles au SEO là-dedans, évidemment, faites la recommandation d'enlever cette indication-là.
Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les hreflang. Donc ça, vraiment hyper important pour les sites multilingues, tout simplement. Bien vérifier qu'il y a des hreflang déployés entre les différentes versions linguistiques d'une même page, en fait. Donc voilà pour ça. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais je vous invite, si vous auditez des sites en plusieurs langues, à bien justement consulter le lien de la première ressource que j'aurais mis en description et à comprendre un peu chaque section sous-jacente à cette partie hreflang dans Screaming Frog et SEO Spider. Donc voilà, donc c'est super intéressant d'analyser tout ça. Ensuite, on a le JavaScript. Pareil, si vous avez un site, donc déjà, il faut crawler en JavaScript, donc dans configuration, SEO Spider, rendu, et après, vous pouvez sélectionner ici, du coup, donc là, c'est en texte seulement, il faut enlever le crawl, enfin, vider le crawl pour pouvoir rechanger ça, ici. Mais voilà, si jamais vous avez un site JavaScript, c'est pareil, du coup, vous voyez les liens qui sont émis en JavaScript, les pages qui ont un contenu qui est généré en JavaScript, donc qui n'était pas dans le code source de base et qui a vraiment été généré par des scripts, en fait, du JavaScript. Voilà pour ça. Ensuite, on a un zoom, donc ça, je crois que c'est assez nouveau en plus, c'est sur les liens. Donc en fait, si vous vous rappelez, au début, je vous ai dit qu'on passait 90% du temps sur la vue d'ensemble, mais que la structure du site ici était intéressante, puisqu'on voit rapidement les liens qui sont en profondeur 1, 2, 3 ou plus, etc. La profondeur, en fait, c'est le nombre de clics que l'internaute, Google, Screaming Frog, doit faire depuis la page d'accueil pour arriver à la page en question. Donc typiquement, si vous avez ici des pages en profondeur 5, ça veut dire qu'elles sont très très loin dans le maillage. Ça veut dire que par exemple, le spider va cliquer, va arriver sur votre home, il va cliquer sur votre page blog, ensuite sur un article spécifique et ensuite sur je sais pas, un autre article uniquement maillé depuis cet article-là et que voilà, le lien il sera là. Donc c'est vraiment qu'il y a un chemin très précis et très long à faire. Ce qu'on veut, c'est que globalement, la profondeur du crawl soit pas trop élevée, en tout cas pour les principales pages SEO les plus stratégiques, il faut qu'elles soient accessibles le plus rapidement possible et aussi qu'elles obtiennent du coup, par conséquent, un petit peu le plus de liens internes possible, thématisés évidemment. Donc voilà pour ça. Donc ici, on peut avoir du coup un aperçu, bon moi j'en ai aucun, mais des pages qui ont un niveau de profondeur élevé. Donc à voir ce que Screaming Frog considère comme élevé, mais ça vous pouvez le voir aussi soit dans la doc ou soit dans les options de votre crawler, mais ça peut être, je pense, à partir de 4.5, je pense niveau 4.5, à vérifier. Voilà les liens nofollow internes. Donc super intéressant. Donc là, on voit que j'ai plein d'URL qui font un lien nofollow interne. J'imagine que c'est vers une de mes pages mention légale que j'ai mis en nofollow, etc. Donc voilà, pas de souci par rapport à ça, mais à vérifier. Sans texte d'ancrage, pareil, ça peut être super intéressant. Les pages qui ont beaucoup de liens sortants externes, liens sortants internes, etc. Ensuite, on a une partie sur AMP. Comme je vous l'ai dit, moi, je trouve pas ça hyper, c'est pas très 20-80, quoi. Ensuite, on a les données structurées, donc par défaut, sans API, Google, enfin Screaming Frog analyse les données structurées qui sont liées à votre site, donc à vos pages. Et donc, vous pouvez voir rapidement s'il n'y a pas des pages qui ont des erreurs, etc. Combien de pages ont des données structurées, combien de pages n'en ont pas. Ça peut être des recos super intéressantes. Ensuite, il y a la partie sitemap, ça super intéressant. Voir rapidement sur toutes les URL HTML, combien sont dans le sitemap, combien ne sont pas dans le sitemap, est-ce qu'il n'y a pas des URL non indexables dans le sitemap qu'il faudrait donc peut-être potentiellement retirer, etc. Ensuite, on a PageSpeed, donc ça, c'est quand vous pluguez l'API PageSpeed, le crawl va prendre un peu plus de temps, mais vous pouvez avoir rapidement toutes les URL qui sont concernées par le problème. Par exemple, voilà, minimifier les CSS, reporter le chargement des images qui sont hors écran, etc. Donc si vous connaissez PageSpeed, ça vous fait un peu un PageSpeed, mais en bulk sur toutes les URL du site. Et après, vous pouvez exporter tout ça dans rapport, PageSpeed, et là, par exemple, soit vous exportez toutes les opportunités PageSpeed, donc un résumé un peu comme on a là en fait sur la droite, ou soit vous décidez d'aller dans le micro et de dire je veux exporter toutes les URL qui ont par exemple un problème lié à JavaScript, etc. pour envoyer ça directement aux développeurs ou vous intégrer en interne. Donc vous avez ça pour littéralement tous les problèmes que PageSpeed peut remonter. Je trouve ça super cool pour dégrossir et faire des recos webperf au global sur un site en général. Parce qu'en général, enfin, quand on fait des recos webperf, c'est plutôt en passant une URL par une URL dans PageSpeed, dans GTmetrix, dans webpagetest.org, etc. Voilà pour ça. Recherche personnalisée, extraction personnalisée, je ne vais pas passer dessus, c'est très spécifique, ça sert
dans 0,0001% des audits tech. Donc voilà, c'est même plutôt pour scraper des choses en fait sur les sites, se servir de SEO Spider pour ça. Google Analytics, c'est évidemment quand vous avez plugué Analytics, vous avez des données sympas. Les sessions supérieures à 0, donc toutes les URL qui génèrent des sessions, vous pouvez croiser. Le taux de rebond supérieur à 70, etc. Donc super intéressant. GSC, c'est pareil, les clics au-dessus de 0, etc. La validation, donc ça, c'est plutôt la validation triple W, W3C, il me semble. Donc plutôt s'il y a des erreurs vraiment dans le code. Je regarde pas forcément ça tout le temps, honnêtement. Et les métriques des liens, alors ça, c'est un truc spécifique. Je crois que c'est pareil, c'est une option à cocher. Mais vous pouvez en fait obtenir des scores de liens. Donc le link score qui se veut reprendre le PageRank interne que Google verrait, donc l'autorité, en fonction des liens internes, en fait, comment est réparti plutôt le jus interne au sein de votre site. Donc là, a priori, je crois que je ne l'ai pas coché puisque j'ai pas de data là-dessus. Voilà. Écoutez, j'ai essayé, moi, de vous présenter l'outil, de vous faire un guide complet sur chaque section. Je vous ai même donné quelques recommandations précises. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas en commentaire. Il y a tellement de possibilités, tellement de questions possibles que vous pouvez vous poser que j'ai sûrement pas répondu à tout ici. Alors, n'hésitez pas, je réponds à toutes les questions. N'hésitez pas à consulter le premier lien pour accéder à la doc officielle de Screaming Frog SEO Spider. Et surtout, inscrivez-vous à la newsletter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!